bonjour à tous, bienvenue à la Sorbonne dans cet amphithéâtre historique avec une belle peinture, mais derrière, évidemment, que vous ne voyez pas, mais vous allez voir des choses étonnantes malgré tout sur l'écran. Et donc c'est une journée, enfin c'est une soirée plutôt, qui va vous présenter les efforts conjugués de la Sorbonne et de la sauvegarde de l'art français pour transmettre à la jeunesse le patrimoine et puis le sauver, le conserver, le restaurer. Et donc je me présente, je serai la deuxième intervenante, Christine Gouzy, qui est professeure d'histoire de l'art à la Sorbonne. Et nous allons commencer cette soirée par une courte présentation des acteurs de la soirée pour vous expliquer ce qu'ils font pour le patrimoine. Et donc, nous allons commencer par Opus, avec Frédéric Andry-Cazin, qui va nous en parler, nous présenter cet institut de la Sorbonne. Puis nous suivrons avec le président de la sauvegarde de l'art français. Et non, je dis n'importe quoi, c'est moi qui suis, en fait. Oui, je ne sais même pas quand je parle, mais je parle, hein, vous voyez, ça c'est sûr. Donc, on va commencer avec Frédéric qui va nous présenter Opus et on verra après. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce magnifique amphithéâtre des cartes de la Sorbonne et donc à Sorbonne Université. Et donc c'est une occasion particulière et dont nous sommes ravis de vous accueillir ici. Et au nom de l'Institut Opus. Donc Opus est l'Observatoire des patrimoines de Sorbonne Université. C'est un institut qui a été créé en 2016. Je vais peut-être pousser mon micro, je crois que ça fait des interférences. Voilà, qui a été créé en 2016 par l'Alliance Sorbonne Université qui regroupe plusieurs universités que vous connaissez historiquement puisqu'elle regroupe Paris 4, donc Paris-Sorbonne, et Paris 6, UPMC, mais aussi le Muséum, l'Université de technologie de Compiègne, et l'INSEAD. Donc tous ces établissements constituent aujourd'hui l'Alliance et la direction de l'Institut qui a été confiée à Nathalie Ginoux qui n'a pas pu être parmi nous ce soir et qui s'en excuse, qui est professeure en art et en archéologie des mondes celtes à Sorbonne Université. Donc juste quelques mots, ne vous inquiétez pas, ce sera très rapide sur l'Institut, pour vous dire un peu quelles sont nos missions et sur quels enjeux cet institut disciplinaire a été créé au sein de Sorbonne Université. Donc il a été créé à partir d'un des grands enjeux de société, qui est celui des phénomènes de patrimonialisation. Et il s'organise autour de deux axes prioritaires qui ont été fixés par Nathalie Ginoux, qui sont les restitutions. On entend restitution à la fois redonner, et redonner et montrer le patrimoine, et donc le patrimoine et le numérique, qui sont son extension. Donc tout ça s'organise autour de 4 grandes missions. Donc je vais vous donner quelques exemples. Donc évidemment, nous travaillons au sein d'une université dont les grandes missions sont la formation et la recherche. Donc nous sommes là pour créer une synergie autour des grands enjeux de la recherche, autour des patrimoines et plus particulièrement autour des enjeux interdisciplinaires autour des patrimoines. Nous sommes là pour coordonner toutes ces actions au sein de l'Alliance, mais aussi au sein des alliances européennes et internationales. Et nous sommes là aussi pour soutenir tous les projets qui émergent au sein de l'université et qui sont le plus souvent portés par de jeunes chercheurs. Évidemment, nous interagissons avec la société et organisons des actions que nous pourrons nommer hors les murs, notamment depuis cette crise de la Covid qui nous a permis de faire en déporter beaucoup d'actions de valorisation autour des patrimoines, dont je vais vous donner tout de suite un bref aperçu. Donc vous avez ici un des projets que Opus a soutenu et que l'université soutient par ailleurs très fortement, qui s'appelle Punaka. Vous savez qu'à l'université, on aime beaucoup les acronymes. Donc Putting Nature in a Cage, qui est un programme de recherche vraiment interdisciplinaire puisqu'il associe à la fois des historiens de l'art et des ethnologues, donc à la fois des chercheurs et des enseignants-chercheurs du Muséum d'histoire naturelle,
et des enseignants-chercheurs de la faculté des lettres de Sorbonne Université, mais aussi d'autres partenaires d'Université de Rome La Sapienza et l'Université de Lyon 2. Et l'objet est vraiment d'étudier les volières et la cage à oiseaux à travers toutes ces représentations et à travers tous les âges. Donc c'est un programme de recherche qui est encore en cours et qui donne des débats vraiment très intéressants. Opus est engagé aussi pour des actions de formation. Donc comme vous pouvez le voir ce soir, je porte un masque que vous avez peut-être peu vu et qui est pourtant un masque très utile dans la société puisqu'il nous permet de mieux communiquer et de mieux s'exprimer. Vous pouvez me voir parler en ce moment. Et cette réflexion nous est venue au moment du premier confinement où le masque chirurgical a commencé à envahir nos vies et nos esprits. Et donc nous avons eu envie de décaler notre regard de ce masque, qui était une contrainte, vers un objet, l'objet patrimonial masque, puisque le masque est dans nos cultures depuis toujours. Et donc voilà, nous avons eu envie de nous intéresser à ces masques et nous avons travaillé avec des étudiants qui ont travaillé sur la thématique du masque. Donc certains ont notamment étudié le masque que je porte aujourd'hui, qui est le masque inclusif, et sa réception dans la société. Et d'autres ont travaillé sur d'autres représentations du masque, le masque dans le cinéma. Vous voyez ici peut-être certaines vidéos qui ont été réalisées dans le cadre de projets artistiques où on voit justement The Mask. Donc tous ces projets sont des projets de formation, mais aussi des projets culturels, puisque un concours de nouvelles a été fait avec les étudiants donc, du CELSA, qui est l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication de Sorbonne Université. Un petit exemple d'action grand public très récent, puisque c'était la semaine dernière, nous avons participé à la fête de la science en organisant des speed meetings de jeunes chercheuses et chercheurs, l'idée étant d'associer des chercheurs en informatique quantique et en sciences des matériaux avec des étudiants en patrimoine. Et l'idée était que ces étudiants rencontrent pendant de brefs instants, 10 minutes chacun, des groupes de lycéens pour leur montrer que la recherche et la formation étaient intimement intriquées et que d'un parcours scientifique, on pouvait arriver à une formation plus de sciences humaines et sociales et qu'on pouvait avoir des parcours très différents et qu'ils pouvaient justement au sein de l'université trouver tous ces parcours. Voilà enfin une autre action grand public toujours autour des masques, puisque cet après-midi nous avons organisé une rencontre autour des masques du théâtre No, et la prochaine rencontre qui associe musées et conservateurs et chercheurs associera cette rencontre autour des masques de Nouvelle-Guinée. Voilà, alors je m'arrête là sur la présentation. Comme d'habitude, vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre site internet et je me tiens évidemment à votre disposition si vous avez d'autres questions à la fin. Merci à vous. Je passe la parole à Christine. Merci beaucoup Frédéric. Je n'ai pas dit lors de la présentation que bien sûr il y a des présentations, mais il y a aussi normalement des discussions. Donc même si on est dans un amphithéâtre peut-être un petit peu impressionnant avec une chaire et des bancs où vous vous sentez peut-être tout petit et très très impressionné, il ne faut surtout pas l'être et il faut participer quand ce sera le moment non pas des questions, mais en fait des échanges, parce que c'est comme ça qu'on a conçu cette soirée. Donc surtout ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole dans la pure tradition de la Sorbonne, n'est-ce pas, hein, il y aura du débat. Voilà. Alors moi je vais vous parler en fait du thème de cette soirée, puisqu'elle est consacrée au patrimoine, mais sous un prisme quand même bien particulier qui est celui de la transmission, qui nous occupe beaucoup évidemment à la Sorbonne. Et transmission du patrimoine, je pense qu'on pourrait croire qu'il s'agit peut-être, au départ du moins, d'une contradiction dans les termes,
parce que le patrimoine est défini bien sûr par des notions telles que la mémoire, le souvenir, surtout le concept d'héritage collectif, qui semble n'avoir pas besoin d'être transmis, qui serait finalement automatique, immédiat et presque inconscient pour certains. Et en réalité, dans le cadre d'un enseignement d'histoire de l'art et d'archéologie, puisque nous faisons les deux, c'est un UFR alors d'histoire de l'art et d'archéologie, l'archéologie vient quand même après, évidemment, pardon pour Opus, dont fait partie au premier chef l'histoire du patrimoine, et on constate que cette proposition que le patrimoine serait automatiquement transmis n'est pas du tout évidente. Alors, tout à chacun, évidemment, a un sentiment intuitif de ce qu'est le patrimoine et surtout de ce qu'il représente, et d'ailleurs au sens autant représentation matérielle d'un monument, par exemple, qu'une représentation mentale. Mais à l'université, les professeurs d'histoire de l'art, d'archéologie savent bien que l'intuition est loin d'être suffisante pour avoir une conscience claire des enjeux qui sont liés au patrimoine. Et ces enjeux, non seulement ils sont multiples, mais ils sont très complexes. D'abord parce qu'ils sont en quelque sorte consubstantiels à l'identité personnelle, déjà, et puis aussi parce que le patrimoine touche en fait à toutes sortes de réalités qui sont finalement de nature très différente. Alors on peut citer en vrac, pour les plus concrètes, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, la protection des sites, naturels ou non, on pourrait même ajouter l'écologie d'ailleurs aujourd'hui, le tourisme, mais on peut aussi citer des réalités plus abstraites comme le rapport que l'on entretient au passé, et même on pourrait mettre ce passé au pluriel, le sens que l'on donne à la beauté, et puis même la compréhension que l'on peut avoir de l'utile et surtout de l'inutile, ce qui dans nos sociétés est une notion qui devient de plus en plus complexe. Alors à l'université, disons dans l'institution universitaire en général, et je m'avance beaucoup, on pourra en débattre, mais je trouve surtout à l'université, et presque exclusivement maintenant à l'université, nulle part ailleurs presque, très concrètement, les enseignants doivent composer avec tous ces éléments. Mais s'ils veulent transmettre, ils savent aussi qu'ils doivent évacuer dans un premier temps toutes ces notions qui sont un peu saladrusses, d'ailleurs qui sont souvent plus sous-jacentes qu'avouées, et qui rendent finalement le patrimoine peu accessible aux étudiants. Et le premier enseignement qu'ils dispensent, que nous dispensons, je peux me compter dedans, enfin je peux dire nous, je peux dire je aussi, mais je dirais nous, c'est certainement le devoir de neutralité vis-à-vis du patrimoine. Et l'enseignement universitaire, par les connaissances neutres qu'il dispense, doit susciter un intérêt profond pour les œuvres, pour le patrimoine en général, parce que c'est un enseignement qui est fondé sur l'histoire et sur la compréhension des œuvres dans l'histoire et sans parti pris. Alors cela passe par un enseignement factuel, dépassionné, qui délivre à la fois des connaissances historiques, mais également aussi des éléments techniques, et souvent dans une logique d'ailleurs comparative. Alors, à la Sorbonne, on apprend ainsi l'histoire du patrimoine, mais aussi le vocabulaire technique qui permet de le comprendre, puis de le conserver et éventuellement de le restaurer. C'est souvent utile. Alors en même temps, on apprend que le patrimoine est un qualificatif, un terme, disons, qui désigne une myriade d'artefacts dans des aires disciplinaires ou culturelles extrêmement variées. On étudie bien sûr le patrimoine auquel on pense tout de suite, qui est le patrimoine matériel. Alors le patrimoine mobilier, parmi les plus célèbres, les tableaux, les huiles sur toile, sur bois, sur cuivre, les sculptures, mais on pourrait citer des objets aussi, des textiles, toutes sortes d'objets.
Mais il y a le patrimoine immobilier. Alors on pense souvent à l'architecture, mais il y a aussi les monuments, quels qu'ils soient, hein, comme les monuments aux morts. Hein. Je ne veux pas plomber l'atmosphère tout de suite, mais enfin, c'est une aire d'étude assez développée. Mais il y a aussi le patrimoine industriel, technologique, naturel. Alors on a parlé du muséum et des cages, de ce programme de recherche sur les cages d'oiseaux qui est mené par Emmanuel Lurin, notamment par un des maîtres de conférence de notre UFR. Mais avec le muséum, nous avons aussi toute une collection d'animaux naturalisés, tout un patrimoine qui devient vraiment essentiel lorsque certaines espèces disparaissent ou s'étiolent, comme justement les oiseaux, qu'on peut mettre en cage, mais qu'on peut observer aussi dans la nature à l'air libre. Et finalement, le récollement, l'étude de ce qu'on peut appeler cette mémoire du vivant, est un appui intellectuel aujourd'hui pour mesurer les pertes d'abord, mais aussi pour mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons. Et je ne dis pas l'améliorer forcément, mais peut-être aussi. Alors on peut aussi étudier un autre type de patrimoine à la Sorbonne, qui est le patrimoine dit immatériel. Alors j'en donnerai un exemple, par exemple l'art de la dentelle. Alors si je cite la dentelle, c'est parce que c'était un art très cher à Georges-Henri Rivière, qui a enseigné à la Sorbonne. Ça a été le premier professeur de patrimoine immatériel et dont il avait fait un des phares des collections de l'ancien musée dit des ATP, Arts et Traditions Populaires, et les collections des ATP qui forment aujourd'hui une partie des collections du MUSEM de Marseille. Alors à la Sorbonne, il existe aussi des pôles de patrimoine immatériel qui deviennent parfois matériels, alors comme le savoir-faire dans la dentelle, dans la mode elle-même, les artefacts de mode. Donc vous voyez, le patrimoine immatériel peut être s'acoquiner, si j'ose dire, avec le patrimoine matériel. Tous ces patrimoines qui finalement ont été longtemps méprisés et qui ont trouvé aujourd'hui au sein de l'université un refuge bienvenu et qui sont plébiscités par nombre d'étudiants comme une discipline vraiment académique. Alors d'autres étudiants apprennent aussi à connaître des aires géographiques extra-européennes parce que nous avons des enseignements sur beaucoup d'aires extra-européennes, l'Amérique du Sud, l'Asie, comme le Japon, où certains bâtiments sont détruits puis reconstruits à l'identique périodiquement, par exemple. Alors ce sont tous les patrimoines proches, lointains, anciens, plus récents, contemporains même, qui sont considérés. Et ce savoir, qui concerne tous ces patrimoines, est transmis à nos étudiants pour leur donner finalement les clés pour être des acteurs sérieux du patrimoine. Alors qu'est-ce que c'est? Je m'en étouffe, mais c'est le masque qui fait ça, désolé. Qu'est-ce que c'est qu'un acteur sérieux du patrimoine? Ça ménage un suspense terrifiant. Alors, un acteur sérieux du patrimoine, c'est quelqu'un qui peut mener une évaluation intellectuelle de qualité de l'objet patrimonial, rester neutre dans son traitement et enfin, très important, désintéressé lors des actions menées pour les protéger, les conserver ou donner un avis en cas d'altération ou de dégradation. Alors, vous voyez, trois pôles auxquels nous sommes très très attentifs: qualité de l'évaluation scientifique autant que technique, neutralité, désintéressement. Et j'y insiste parce que dans notre société, tout le monde n'est pas désintéressé, malheureusement. Alors, ce sont les trois mamelles du patrimoine sorbonnard, si j'ose dire, et c'est un bagage indispensable que nous tentons inlassablement de transmettre dans les cours magistraux, dans les TD, dans des visites in situ aussi, dans le cadre de nos enseignements. Parce que, en fait, dans notre infinie sagesse de professeurs de la Sorbonne, nous savons bien sûr que la théorie ne suffit pas, qu'il faut de la réflexion, qu'il faut acquérir les connaissances, mais ce sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Et c'est pourquoi nous encourageons depuis de très nombreuses années maintenant l'action, c'est-à-dire d'abord des stages encadrés. Nous avons un bureau des stages qui signe à tour de bras
avec les enseignants qui les encadrent, des conventions de stage, ce que l'on ne sait pas beaucoup. La Sorbonne est l'université où il y a le plus de stages en fait, de France, donc il faut le savoir. C'est important parce qu'il faut aussi se confronter aux vrais objets et aux acteurs du patrimoine, les élus, les restaurateurs, les conservateurs. Donc il y a les stages, mais il n'y a pas que les stages, il y a aussi le programme du plus grand musée de France, de la sauvegarde de l'art français, qui vient renforcer, si j'ose dire, nos actions, qui est un programme qui est suivi à la Sorbonne par les étudiants du Master 2 Concours du patrimoine. Il y en a certains dans la salle ici, qui se destinent bien justement à la conservation du patrimoine, c'est-à-dire qu'ils seront plus tard conservateurs du patrimoine ou attachés de conservation du patrimoine ou assistants du patrimoine. Et ce programme, il a beaucoup de succès et de réussite aussi auprès d'étudiants qui se spécialisent bien sûr plutôt dans l'art ou médiéval ou moderne, c'est-à-dire du XVe au XVIIIe siècle, ou à l'art contemporain, mais pas seulement. Il y a aussi des étudiants qui travaillent sur l'Inde, par exemple, ou qui sont ethnologues. Et ils mettent en œuvre en fait toutes leurs compétences et leur savoir acquis à l'université pour trouver un mécénat qui permette de restaurer des œuvres qui parfois sont en piteux état, et même assez souvent en piteux état, il faut le dire. Alors c'est un programme qui me tient très à cœur personnellement parce que souvent ces œuvres, on va en parler, on va vous en présenter des exemples, sont conservées dans des églises rurales. Or le patrimoine rural, c'est un des plus riches, un des plus intéressants, qui a fait l'objet d'études de nombreux chercheurs du centre André Chastel et qui a fait l'objet d'études par André Chastel lui-même qui tenait beaucoup à cette ruralité patrimoniale qui est quelque chose d'assez spécifique. Et puis souvent, et ça c'est peut-être moi qui suis là un peu en cause, c'est un programme qui me plaît beaucoup parce qu'il arrive assez fréquemment que ce soit des peintures anonymes, des copies, disons, rustiques, pour être poli, de toiles célèbres. Et pour moi, c'est une grande délectation de sauver ces témoignages, qui sont des témoignages historiques, qui parlent de la circulation des modèles, de l'essor des centres artistiques provinciaux, du goût des commanditaires aussi, voilà, et qui sont vraiment au cœur de l'histoire du patrimoine. Peut-être que certains appellent un petit patrimoine, mais moi que je trouve grand patrimoine, pour tout ce qu'il enseigne, justement. C'est peut-être pas toujours spectaculaire, mais l'artefact le plus modeste doit être choyé, entouré de soins, chouchouté. Et c'est cela aussi que nous apprenons à nos étudiants. Alors nous leur faisons toute confiance, en tout cas moi j'ai une confiance aveugle en nos étudiants qui plus tard vont devenir les acteurs du patrimoine. Et ce programme du plus grand musée de France justement leur donne confiance pour agir concrètement sur les œuvres. Alors je m'arrête ici et je vais donner la parole au président de la sauvegarde de l'art français qui va vous parler justement plus précisément des actions menées au sein de la sauvegarde. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame Goudy, de ce que vous venez de dire. Est-ce que ça marche, au truc là parce que vous éclairez très exactement ce que nous devons faire. Vous nous indiquez le chemin à suivre et le sens de ce que nous faisons. Et je vous en remercie. À vous tous, je dois vous avouer que je suis un peu intimidé de me retrouver ici. C'est la première fois que je me trouve sur la chaire d'un professeur à la Sorbonne. Je ne sais pas, pour les plus jeunes d'entre vous, si vous rêvez d'y aller un jour, pour moi, ce rêve se réalise aujourd'hui, à cet instant. C'est quand même très impressionnant. Vous m'avez demandé de parler, pour commencer, notre fondation, qui était une association jusqu'à très peu de temps, la sauvegarde de l'art français. Elle est née tout de suite après la guerre, elle a 100 ans, c'est un bel âge, elle est née tout de suite après la guerre de 14, j'allais dire pour venir aux urgences. Urgence d'un patrimoine qui avait été gravement endommagé par la guerre. Il y avait des pierres à
rebâtir, enfin il fallait remonter des murs. Également urgence sur le pillage des œuvres d'art françaises vers l'étranger, car il y avait des antiquaires qui pillaient en particulier les statues des églises, mais également des porches, des cloîtres, etc., pour les vendre à l'étranger, surtout aux Américains, en disant qu'ils faisaient une très belle œuvre parce que les Français ignoraient la valeur de ces objets, et eux, les Américains, leur donnaient de l'importance, d'abord en les achetant très cher. Quand on a acheté quelque chose de très cher, on y fait attention, ensuite en les mettant dans des musées, et que donc c'était un premier service à rendre à l'art. Deuxième service, c'est que ça rapportait des devises à la France qui en avait besoin. Et troisième service, c'est que ça enrichissait les antiquaires. Donc la sauvegarde est née pour essayer d'empêcher tout cela. Et pendant les premières années de sa vie, c'est-à-dire disons jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, elle a combattu vaillamment pour empêcher les destructions et provoquer des reconstructions. Il y aura des tas d'exemples intéressants à montrer de ce qu'elle a fait, de lieux qui aujourd'hui paraissent avoir toujours été là. Eh bien non, ces lieux qui paraissent toujours avoir été là ont bien failli ne jamais plus exister. La sauvegarde, après la guerre de 40, c'est un peu spécialisé dans le patrimoine des églises et des chapelles, qui représentent, il faut bien reconnaître, le 60% du patrimoine français, je crois, quantitativement, et c'est celui qui fait que nos villages sont si attrayants, si beaux, et qu'aujourd'hui les Parisiens ont envie d'aller y vivre. Donc en maintenant ce patrimoine, c'est la beauté que l'on conserve à travers toute la France, et c'est une des raisons de notre attachement. Alors aujourd'hui, la sauvegarde s'intéresse bien entendu au patrimoine immobilier, principalement, je dois dire, à ce patrimoine d'églises et de chapelles. Et croyez-moi, depuis Notre-Dame de Paris, dont nous ne nous occupons pas, Dieu merci, jusqu'à de beaucoup plus modestes, j'aimerais bien me préoccuper, par exemple, de la chapelle de la Sorbonne, qui, je crois, s'effondre, et que cet endroit absolument merveilleux. La Sorbonne ne s'effondre jamais. Alors voilà, elle ne s'effondre jamais parce qu'il y a des associations qui ne manqueront pas d'arriver au moment le plus dramatique pour sauver ce qui doit l'être. Toujours Zorro arrive à temps. Zorro arrive à temps. Alors, appelons-le de nos voeux. Non, alors, nous avons également une préoccupation. C'est bien gentil de relever les pierres, mais il faut surtout donner aux gens envie de sauver ce qui mérite de l'être, c'est-à-dire leur apprendre à connaître et à aimer les choses. Ça, c'est votre rôle, madame, mais peut-être que ça devrait commencer aussi beaucoup plus tôt à l'école, que ça ne le fait en France, hélas. Et ça devrait être dès la maternelle. Et je pense que beaucoup de ceux qui sont ici, ils sont ici parce qu'ils ont eu des parents ou des grands-parents qui les ont éveillés à regarder et à aimer ce qu'il y avait autour d'eux. Dans ce domaine, nous avons une action, par exemple en abritant une admirable fondation, qui est la Fondation pour l'art et la culture. M. Christian Voll est ici, à qui nous devons en particulier les merveilleuses éditions d'art. Nous avons des prix que nous donnons pour des publications scientifiques. Nous organisons des conférences. Enfin bref, il y a une activité qui est à naître et à développer pour faire encore une fois connaître et aimer notre patrimoine. Mais la troisième chose, et je crois que c'est surtout celle-là dont je voudrais vous parler ce soir, c'est cette campagne que nous avons lancée il y a quelques années, que nous avons intitulée « Le plus grand musée de France », « Sauvons le plus grand musée de France, les trésors de nos communes ». Et là, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de beaucoup de choses. D'abord, de donner à nos concitoyens conscience que leur patrimoine ne pourra être sauvé que par eux. Certes, nous avons en France un ministère de la Culture, nous avons des directions régionales d'affaires culturelles, nous avons des gens très remarquables qui font un très gros travail et qui le font très bien, mais la matière est infiniment plus grande que ne le seront jamais les bras qu'ils peuvent ouvrir pour s'en occuper. Donc, et particulièrement, s'il s'agit de ce que vous appelez du petit patrimoine, qui d'ailleurs peut devenir grand un jour, parce que je vois ça avec les églises, aujourd'hui elles ne sont ni inscrites ni classées, demain elles seront inscrites et après classées, souvent. Donc pour ce patrimoine, mobilier, il ne sera sauvé que par l'intérêt que les gens y portent et par l'envie qu'ils auront d'agir eux-mêmes. Ça, je crois qu'il faut être bien conscient. Certes,
il y aura de l'argent qui pourra venir des pouvoirs publics, mais les pouvoirs publics, c'est qui? Ce sont les gens pour qui nous votons. Et pourquoi font-ils ce qu'ils font? Parce que nous leur avons demandé de le faire. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et donc il est extrêmement important que l'appel vienne d'en bas, et non pas le salut vienne d'en haut. Alors, dans ce cadre-là, nous avons commencé par agir avec des étudiants. Ça a été les premiers à avoir rejoint la campagne, ce sont les étudiants de l'école du Louvre. Ils venaient de créer une junior entreprise, et cette junior entreprise s'est donnée pour tâche de lancer cette campagne, ce qu'elle a fait extrêmement bien. L'idée était la suivante: nous demandons aux étudiants d'ouvrir les yeux autour d'eux, de repérer des œuvres d'art qui leur plaisent, qui les touchent, pour une raison ou pour une autre, parce que leur histoire, parce que esthétiquement, parce que tout ce que vous voudrez, et de trouver eux-mêmes l'argent pour sauver l'œuvre d'art qui les touche. Alors, les premiers étudiants qui se sont lancés dans la campagne, eh bien, ont vu que c'était pas si facile que ça, parce que trouver l'argent, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Il faut convaincre le maire, qui est propriétaire en général de ces œuvres, que vous êtes capable de l'aider et qu'il a intérêt à se faire aider. S'il y a un affectataire comme un curé, qu'il doit également vous aider, vous laisser faire, c'est pas évident. Également convaincre les personnes responsables de la direction régionale d'affaires culturelles que vous n'allez pas faire trop de bêtises et que vous allez leur demander leurs conseils. Tout le monde n'est pas là pour vous accueillir à bras ouverts. Et puis, les gens à qui vous demandez de l'argent, tout le monde n'aime pas ouvrir son portefeuille spontanément, ça arrive, mais c'est pas la plus grande majorité. Donc, apprendre aux gens à ouvrir leur portefeuille pour un projet que l'on porte et que l'on aime, c'est une chose très utile dans la vie. Monsieur Bernard Tapie disait que pour bien réussir dans la vie, il faut être convaincu et savoir vendre. Eh bien voilà, voilà la première qualité que nous demandons aux étudiants qui rejoignent notre campagne. Et puis, à leur suite, sont venues des entreprises. Alors, elles y viennent sous diverses formes, mais je dirais que, dans l'ensemble, ce sont des entreprises qui donnent une certaine somme d'argent à leurs employés en leur disant « cherchez autour de vous ce que vous voulez en faire en faveur du patrimoine mobilier ». Alors, j'allais dire, ça marche bien, parce que le samedi et le dimanche, ces cadres ou employés d'entreprise vont autour d'eux, se renseignent, et puis finalement votent entre eux pour savoir ce qu'ils vont faire avec l'argent qui est le leur. La troisième voie est avec des élèves. Alors je crois qu'on vous en parlera tout à l'heure beaucoup mieux que je ne le saurais le faire, mais l'idée encore, c'est un petit peu la même, c'est d'apprendre aux enfants, enfin aux jeunes, à regarder des œuvres, à choisir et à discerner celles qu'ils préfèrent, et on leur donne une certaine somme d'argent dont ils disposeront eux-mêmes pour savoir où et comment ils veulent l'employer, d'où d'ailleurs l'importance d'avoir des restaurateurs qui leur expliquent le travail qu'il y a à faire, et un restaurateur va venir tout à l'heure vous parler de ce qu'il fait. Voilà grosso modo ce que nous faisons. Est-ce que j'ai encore quelque chose à ajouter? Parce que la personne qui dirige tout ça, c'est Pauline. Moi, j'en parle, mais c'est elle qui agit. Alors, est-ce que vous souhaiteriez que j'ajoute quelque chose? Non, c'est parfait. Vous avez bien résumé la campagne. Merci.